Afrique du Nord-Est, en plein désert. Un long fleuve le traverse, le Nil. Le long de ses rives s'est développée une grande civilisation d'agriculteurs, de bâtisseurs et d'administrateurs. Il y a plus de 5000 ans, la civilisation égyptienne a été l'une des premières à inventer l'écriture et un système de numération, puis à inventer des méthodes de calcul élaborées. L'Égypte, le don du Nil. Le long de ce fleuve s'est développée une brillante civilisation, l'une des premières à sortir de la préhistoire pour entrer dans l'histoire, en inventant un système d'écriture abouti et complexe. L'Égypte, appelée Kémet par ses habitants, ce qui signifie la terre noire, du fait du limon déposé par le Nil lors de ses crues estivales, rendant le sol très fertile, par opposition au désert qui l'entoure, appelé Décheret, qui signifie la terre rouge. L'Égypte antique. On pense immédiatement à ses pyramides, à ses pharaons, à ses papyrus, à ses momies, à ses hiéroglyphes et à ses dieux mi-humains, mi-animaux. Mais c'est oublier que la civilisation égyptienne antique a duré plus de 3000 ans, avec beaucoup de changements et d'évolutions. On partage donc son histoire en différentes périodes. La première période, appelée période prédynastique, est à cheval sur la fin de la préhistoire et sur le début de l'histoire égyptienne. C'est une époque où plusieurs cultures et plusieurs États cohabitent le long du Nil, avec une forte différence entre la Basse-Égypte au nord, delta du Nil et région du Fayoum, et la Haute-Égypte au sud jusqu'à la première cataracte. Vers la fin de cette période, aux alentours de 3300 avant Jésus-Christ, la culture de Nagada, du nom de la ville de Haute-Égypte, s'impose en Basse-Égypte. L'écriture est inventée, ainsi qu'une ébauche de numération décimale. Les mythologies du Nord et du Sud sont réunies et fusionnent, en ce qui donnera plus tard la mythologie égyptienne. Pour autant, l'Égypte n'est pas un État unifié à cette époque-là. La deuxième période est la période tinnite, de 3150 à 2700 avant notre ère. Le roi Narmer a pour la première fois unifié sous son autorité la Haute et la Basse-Égypte. C'est le premier pharaon. La capitale est Tinis, qui donne son nom à la période. C'est aussi une période instable, où les dynasties suivant Narmer auront plus d'une fois à charge de réunifier l'Égypte. C'est à cette période que les pharaons se feront enterrer dans les premiers mastabas. Vient ensuite l'Ancien Empire, de 2700 à 2185 avant Jésus-Christ. C'est l'époque de la construction des pyramides et de la pratique de la momification pour conserver les morts. Suit la première période intermédiaire, de 2185 à 2040 avant notre ère, où le pouvoir politique devient chancelant et désuni entre la Haute et la Basse-Égypte. Puis arrive le Second Empire, ou Moyen Empire, de 2040 à 2782 avant Jésus-Christ, où l'Égypte est à nouveau unie et prospère. L'Égypte conquiert même la Nubie tout au sud. Suit la deuxième période intermédiaire de 1782 à 1570 avant notre ère, où des envahisseurs moyen-orientaux appelés les Hyksos prennent le pouvoir sur une bonne partie du pays, tout en adoptant la culture égyptienne. Arrive alors le Nouvel Empire de 1570 à 1069 avant Jésus-Christ, époque des pharaons parmi les plus connus de nos jours comme Ahmosis, Amenhotep, Thoutmôsis, Hatshepsut qui est une femme, le couple Akhenaton et Néfertiti qui abandonne l'ancienne religion au profit du culte quasi monothéiste du dieu soleil Aton, Toutankhamon qui rétablit l'ancienne religion, Ramsès II, etc. Ils se font enterrer dans la vallée des rois et y font bâtir les fabuleuses demeures des millions d'années, ainsi que les temples monumentaux, Karnak, à Luxor, Abou Simbel, etc. C'est une période où l'empire égyptien s'étend largement au-delà de son territoire initial, puisque l'empire de Kouch, en Nubie plus au sud dans l'actuel Soudan, est conquis, ainsi qu'une partie du Proche-Orient, actuel Israël, Palestine, Liban, Syrie. Succède une troisième période intermédiaire, de 1069 à 664 avant notre ère, où le pouvoir est divisé. Dans le delta du Nil subsiste au début de cette période le pouvoir du pharaon, tandis que le sud est sous le pouvoir des prêtres, puis des tribus libyennes s'infiltrent par le nord et prennent le pouvoir tout en adoptant la culture égyptienne,
tandis que le sud passe sous la coupe du royaume de Napata en Nubie, où règnent les fameux pharaons noirs, qui finissent même par conquérir toute l'Égypte. À la fin de cette période, l'Égypte est morcelée en différents royaumes, dont certains sont sous la coupe des Assyriens. Vient ensuite la basse époque, entre 664 et 332 avant Jésus-Christ, où l'Égypte est successivement indépendante et réunifiée, ou sous la coupe de l'Empire perse achéménide. Enfin, la dernière époque est la période gréco-macédonienne, la période hellénique, de 332 à 30 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand conquiert l'Égypte en la libérant des Perses et fonde la ville d'Alexandrie. L'un de ses généraux, Ptolémée, la gouverne après sa mort et fonde la dynastie des Lagides, dont la dernière représentante est la célèbre Cléopâtre VII, qui se suicide en 30 avant Jésus-Christ. C'est la fin de la civilisation de l'Égypte antique qui passe alors sous la domination romaine. Plus de 3000 ans se sont écoulés entre l'entrée de cette civilisation dans l'histoire et sa fin officielle. C'est-à-dire qu'il s'est passé largement plus de temps entre son début et sa fin qu'entre la vie de Jules César et la nôtre. Et de la même façon que nous parlons le français mais pas le latin qui en est à l'origine, la langue égyptienne a lentement évolué. Égyptien archaïque, vieil égyptien, moyen égyptien, le néo-égyptien, le démotique, le copte. Malgré tout, le long de ces 3 millénaires, on retrouve un État centralisé, sauf provisoirement dans les temps les plus troubles, et une société hiérarchisée entre les dirigeants, les prêtres, les scribes, les administrateurs, les soldats, les marchands, les contremaîtres, les ouvriers spécialisés et les agriculteurs. Mais il n'y avait pas d'esclavage en Égypte, avant les invasions perses, contrairement aux clichés hollywoodiens ou bibliques sur les constructions des pyramides. C'est de ce besoin d'administrer un vaste pays que sont nées l'écriture et la comptabilité. Les plus anciens hiéroglyphes connus à ce jour datent de 3250 avant Jésus-Christ, écrits sur des étiquettes en ivoire attachées à des jarres de stockage dans les tombeaux des rois à Abydos. On y trouve des gravures qui sont des symboles numériques des unités, dizaines et centaines, assez semblables à ce que sera le système de numération égyptien durant ces 3 millénaires. On y reconnaît notamment les nombres 164, 175 et 185. Pour la nécessité de récolte des impôts ou pour les commerces avec les régions étrangères, les Égyptiens ont très vite besoin d'utiliser des grands nombres. Voyons dans le détail comment fonctionne leur numération. C'est un système décimal, c'est-à-dire de base 10 comme le nôtre, mais c'est un système additif et non un système de position comme le nôtre. Le 0 y est totalement inconnu, mais chaque puissance de 10 entre 1 et 1 million possède son symbole. L'unité est représentée par un bâton. La dizaine est représentée par une anse de panier. La centaine est représentée par une corde enroulée. 1000 est représentée par une fleur de lotus. 10 000 est représentée par un doigt levé. 100 000 est représenté par un tétard. Et enfin, 1 million est représenté par le dieu He, dieu du temps infini et de l'éternité. Par exemple, 2023 est représenté par 2 fleurs de lotus, 2 anses de panier et 3 bâtons. Comme il y a 0 centaine, on ne dessine pas la corde enroulée. Pour des raisons esthétiques, les symboles identiques ou différents peuvent se juxtaposer, généralement limités à 4 fois le même symbole. Ainsi, les nombres 1 à 9 sont notés globalement ainsi. Mais ce n'est pas une règle absolue. Cette numération était aboutie dès le début de la période tinnite. Elle servait à tout compter, les jours, les récoltes, les offrandes, les pains distribués, les bières bues, les taxes, etc. On y comptait même les morts. En effet, sur le socle de la statue du pharaon Khas-Khemui, le dernier de la période tinnite, on peut y lire que ce pharaon a tué lors d'une guerre 47 209 ennemis, avant de réunifier à nouveau la Haute et la Basse Égypte dans une période de paix durable. L'ordre dans lequel on plaçait les unités des puissances de 10 est assez indifférent, croissant ou décroissant, de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut en bas ou même de bas en haut. On peut voir ici sur le temple de Karnak, qui date du Moyen Empire, le nombre 128 avec les centaines à gauche et les unités à droite. C'était aussi le cas avec les jarres d'Abydos de la période prédynastique, alors que sur le socle de la statue de Khas-Khemui, les dizaines de mille sont à droite et les unités à gauche. La numération égyptienne est additive, c'est-à-dire qu'il suffit d'additionner la valeur de chaque symbole pour avoir sa valeur réelle. Par conséquent, il était très facile d'additionner des nombres entre eux, pour peu que l'on reporte des retenues dès que le nombre d'une des puissances de 10 atteint ou dépasse 10, comme c'est le cas de notre addition dans le système positionnel indo-arabe. Par exemple, pour effectuer 2304 plus 81 976,
On écrit les deux nombres l'un au-dessus de l'autre en respectant le même sens d'écriture. Il ne nous reste plus qu'à compter le nombre d'unités, il y en a 10, de dizaines, il y en a 7, de centaines, il y en a 12, d'unités de mille, il y en a 3, et de dizaines de mille, il y en a 8. Pour les 10 unités, on rajoute une dizaine en enlevant 10 unités, et il ne reste aucune unité. Pour les 12 centaines, on rajoute une unité de 1000 en enlevant 10 centaines, il reste 2 centaines. En définitive, on trouve le nombre 84 280. La soustraction est tout aussi simple et suit le même principe. Par exemple, pour effectuer 2435 moins 1283, on représente le nombre 2435. Puis on essaye de retirer 3 unités, il en reste 2. Ensuite, on essaye de retirer 8 dizaines, mais comme ce n'est pas possible, au préalable, on enlève une centaine qu'on remplace par 10 dizaines, et il est facile de retirer 8 dizaines aux 13 dizaines obtenues. Il en reste 5. Alors on essaye de retirer 2 centaines aux 3 restantes dans le premier nombre. Il en reste 1. Enfin, on retire une unité de 1000, il en reste 1. En définitive, on trouve le nombre 1152. Les Égyptiens avaient un symbole pour l'addition et un pour la soustraction. Une jambe orientée dans le sens de la lecture pour l'addition, une jambe dans le sens contraire de la lecture du texte pour la soustraction. Il faut savoir que le plus souvent, les textes en hiéroglyphes se lisent de droite à gauche, mais parfois de gauche à droite, et régulièrement de haut en bas, mais jamais de bas en haut. Pour autant, il était impossible de confondre addition et soustraction, car l'orientation des symboles figuratifs donnait le sens contraire de la lecture. Par exemple, un faucon dont le bec est à droite signifiait que le texte se lisait de droite à gauche. Une jambe orientée vers la droite indiquait dans ce cas une soustraction. La multiplication, indispensable pour mesurer les aires des champs rectangulaires ou pour trouver le nombre d'objets total dans un nombre donné de contenants identiques, jarres, sacs, etc., est un peu plus complexe. Il fallait systématiquement se ramener une addition de plusieurs nombres. Il est facile de multiplier par 2. Il suffit de doubler le nombre de chaque puissance de 10 et de reporter les retenues sur la puissance de 10 suivant si on dépasse 10. C'est juste une addition du nombre avec lui-même. Par exemple, 2 fois 401 287 égale 401 287 plus 401 287. Et l'on trouve avec la technique d'addition égyptienne le nombre 802 574. Pour effectuer une multiplication de deux nombres quelconques, les Égyptiens décomposaient le plus petit de ces deux nombres en somme de puissance de 2 et doublaient autant de fois qu'il le fallait le plus grand des deux nombres. Voyons cela dans le détail avec la multiplication 527 fois 47. Les puissances de 2 sont 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, mais là on dépasse 47, donc on s'arrête à 32. On écrit 527 en face du nombre 1, et on multiplie par 2 successivement jusqu'à trouver un nombre en face de 32. On obtient ceci. 527, 1054, 2108, 4216, 8432, 16864. Arrivé à ce stade, on décompose 47 en une puissance de 2, en commençant par la plus grande. On obtient 47 égale 32 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. On coche alors ces puissances de 2. Il ne reste plus qu'à additionner les nombres en face des puissances cochées. 527 plus 1054 plus 2108 plus 4216 plus 16864, ce qui nous fait 24 769. Ce n'est pas simple. Les scribes égyptiens avaient remarqué qu'il est facile aussi de multiplier par 10 ou par une puissance de 10, puisqu'il suffit de décaler le nombre de chaque puissance de 10 sans faire le moindre calcul. On obtient facilement que 14 567 fois 10 égale 145 670 par exemple. Utilisant cela, certaines multiplications étaient posées en simplifiant la méthode précédente par les puissances de 2, en introduisant une partie en puissance de 10. Par exemple, pour multiplier 7841 par 13, on remarque facilement que 13 est égal à 10 plus 2 plus 1. Il suffit donc de doubler 7841 et de multiplier par 10, ce qui n'est qu'un décalage d'écriture, et d'effectuer une addition de 3 nombres. Concrètement, cela était présenté de la façon suivante. 1, 7841, 2, 15682, 10, 78 410. Le scribe n'avait plus qu'à effectuer l'addition 7841 plus 15 682 plus 78 410 pour trouver le résultat qui est 101 933. Ces techniques de calcul ont été inventées dès le début de la période tinnite, vers 3000 avant notre ère.
Les scribes effectuaient leurs calculs sur des tablettes en cire, on n'en a malheureusement trouvé aucune puisque la cire fond, parfois sur des tablettes en argile, souvent sur des morceaux de poterie qu'on appelle des ostracas, et, petit à petit, sur des papyrus, une sorte de papier qui commençait à être fabriqué à partir de la plante aquatique qui abondait au bord du Nil. Des premiers essais de techniques de division ont aussi été effectués à ce même moment, sur le principe qu'une division n'est qu'une multiplication inversée. Par exemple, si on voulait partager de façon équitable 496 épidoublés entre 6 personnes, pour effectuer la division de 496 par 6, les Égyptiens utilisaient le doublement du diviseur 6 jusqu'à approcher 496. Ils obtenaient ceci: 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Ils essayaient alors de décomposer 496 en somme des nombres de droite, seulement voilà, une division tombe rarement juste. C'est-à-dire que le quotient exact est rarement un nombre entier. En additionnant 384 plus 96 plus 12, on obtient seulement 492, il manque 4 pour obtenir 496. C'est ce qu'on appelle de nos jours le reste de la division euclidienne. Et le quotient de cette division euclidienne est donné par la somme des puissances de 2 cochées. 64 plus 16 plus 2 égale 82. Mais ce n'est pas la valeur exacte. Laisser 4 épis de blé de côté est du gaspillage, à moins que 4 personnes prennent chacun un épi supplémentaire, tandis que 2 autres se contentent de 82 épis. Mais cela n'est plus un partage équitable, et cela a préoccupé les scribes égyptiens pendant quelques centaines d'années. Comme souvent à cette époque-là, c'est dans la vie de tous les jours que la solution a été trouvée. Les Égyptiens ont inventé le pain au levain depuis au moins l'époque pré-dynastique. De fait, ils étaient de gros consommateurs et de gros fabricants de pain. Comme dans toutes les familles ou dans tout petit regroupement humain, il était courant de se partager le pain en portions équitables. Comment faisaient les Égyptiens de l'époque pour se partager un lot de 17 pains ronds pour 6 personnes? D'abord, chacun recevait 2 pains entiers, et comme 6 x 2 égale 12, il restait 5 pains à se partager. Sur ces 5 pains, on en prenait 3 qu'on partageait en 2, chacun récupère donc la moitié d'un pain. Il reste encore 2 pains qu'on coupe alors en 3. Chacun reçoit en plus le tiers d'un pain. En définitive, chacun a reçu ce qu'on écrirait de nos jours comme étant 2 plus 1 demi plus 1 tiers de pain, et c'est un partage parfaitement équitable. C'est ainsi que sont nées les fractions égyptiennes. Il ne restait plus qu'à inventer une notation adéquate et à formaliser cela de façon mathématique. C'est ce que les scribes ont fait vers 2700 avant Jésus-Christ, à la toute fin de l'époque tinnite, ou au tout début de l'Ancien Empire. Notons que toutes les fractions obtenues précédemment ont pour numérateur 1. De fait, à 2 exceptions près, toutes les fractions égyptiennes ont pour numérateur 1. Elles sont représentées par une bouche, signifiant partie, sous laquelle figure le dénominateur. Par exemple, 1/6 est représenté par la bouche sous laquelle on a 2 rangées de 3 bâtons ou 6 bâtons alignés. Quand il n'y a pas assez de place pour faire figurer tous les symboles du dénominateur sous la bouche est située au début du dénominateur qui peut entourer la bouche. La fraction 1/131e est ainsi représentée. Il y a 3 symboles spéciaux pour les fractions les plus courantes. 1 demi, 2 tiers et 3 quarts. 2 tiers et 3 quarts sont les seules fractions égyptiennes dont le numérateur n'est pas 1. Toutes les autres fractions sont systématiquement décomposées en somme de fractions de numérateur 1, différentes les unes des autres. Par exemple, la fraction 2/7 est écrite comme étant égale à 1 quart plus 1/28 pour les scribes égyptiens, mais pas sous la forme 1/7 plus 1/7, qui donne pourtant le même résultat. Si la décomposition 1 demi plus 1 tiers est assez évidente pour la fraction 5/6, comme on l'a vu avec l'exemple des pains, la décomposition de 2/13 en 1/7 plus 1/91 n'a rien d'évident, géométriquement a priori, et on ne sait vraiment pas comment les Égyptiens l'ont trouvé. D'ailleurs, une autre décomposition de ce quotient était connue des Égyptiens. 2/13 c'est aussi 1/8 plus 1/52 plus 1/104. Toujours est-il que dès qu'un scribe trouvait par tâtonnement une décomposition en somme de fractions égyptiennes, il la consignait dans une table, la transmettait dans toutes les écoles de scribes, et au fur et à mesure des générations, les scribes apprenaient par cœur une liste de décompositions en fractions unitaires pour pouvoir effectuer des calculs complexes de division et trouver leur valeur exacte. Ainsi, il est presque paradoxal de notre point de vue moderne que les Égyptiens ne connaissaient pas de table d'addition ni de multiplication, et pouvaient sans problème effectuer ces 2 opérations, ainsi que la soustraction, mais qu'ils devaient apprendre des tables de décomposition de fractions, tables de plus en plus longues et complexes,
au fur et à mesure des découvertes pour pouvoir effectuer des divisions exactes et faire des calculs savants. C'est à cette époque-là, entre la fin de la période tinnite et le début de l'Ancien Empire, qu'un système d'unités de mesure, longueur, surface, volume, poids, etc., a commencé à être mis en place et a nécessité l'usage de fractions unitaires pour l'arpentage, les constructions monumentales, les impôts en nature, puisqu'il n'y avait pas de monnaie, les salaires en nature aussi, etc. Par exemple, le pouce valait un 12e de la coudée sacrée. Des étalons gradués permettaient d'effectuer la mesure des champs qui changeaient de forme et de dimension après chaque crue du Nil, et permettaient d'effectuer des constructions solides et précises pour les temples ou les tombeaux royaux, tels que les premières pyramides. Grâce aux tables, les Égyptiens pouvaient alors effectuer des multiplications de fractions en utilisant leur méthode habituelle de multiplication. Par exemple, ils effectuaient le produit de 1/14e par 7 quarts en consultant leur table. Le quotient de 7 par 4 est décomposé en 1 plus 1 demi plus 1 quart. Ils écrivaient alors 1 1/14e, 1 demi, 1 28e, 1 quart, 1 56e, car ils savaient que prendre la moitié d'une fraction unitaire consistait simplement à doubler le dénominateur. Puis ils additionnaient le tout et obtenaient 1 14e plus 1 28e plus 1 56e, ce qui, d'après leur table, est la décomposition de 1 8e. Ils effectuaient même des divisions de nombres fractionnaires entre eux. On retrouve notamment ces techniques et l'étape de décomposition en fractions égyptiennes sur le papyrus Rind, l'un des papyrus mathématiques parmi les mieux conservés, écrit par un scribe nommé Ahmes vers 1600 avant notre ère et qui compilait des connaissances bien plus anciennes, puisque Ahmes précise qu'elles datent au moins du Moyen Empire. C'est un recueil de problèmes donnés avec leurs solutions qui servaient visiblement à l'apprentissage des techniques de calcul dans les écoles de scribes. Il est noté en écriture hiératique. En effet, les hiéroglyphes étaient essentiellement destinés à être gravés dans la pierre pour des édits ou édifices sacrés. Une simplification des symboles est apparue pour faciliter l'écriture plus rapide sur un support en papyrus. Les symboles numériques ont aussi évolué comme on peut le voir sur cette image. Plus tard, au début de la basse époque, le hiératique a évolué vers une écriture encore plus simple, avec plus de courbes, dans une écriture appelée démotique, utilisée par une bonne partie de la population et plus seulement par les scribes. Il est à noter qu'en hiératique, presque chaque unité, chaque dizaine, chaque centaine, chaque unité de mille, chaque dizaine de mille, chaque centaine de mille sont notés par un symbole à part et non plus par la superposition des symboles identiques. 99, par exemple, n'est plus écrit avec 9 bâtons et 9 onces de panier, ce qui prend beaucoup de place, mais avec le symbole de 9 unités et le symbole de 9 dizaines. Le papyrus Ring comporte 87 problèmes résolus, dont des problèmes d'arithmétique et de calcul, d'algèbre avec des sortes d'équations, d'arpentage avec des conversions d'unités et de géométrie. On y trouve par exemple une application de ce qu'on appelle de nos jours le théorème de Thalès, plus de 1000 ans avant Thalès. On y trouve aussi une méthode pour approcher l'aire d'un disque, autrement dit on y trouve une approximation du nombre pi. On y trouve le calcul du volume d'un silo à grains de forme cylindrique et celui d'une pyramide tronquée. 5 problèmes sont consacrés à l'utilisation ou au calcul de ce que les Égyptiens appelaient le séqued, qui permettait de déterminer la pente d'une pyramide régulière à base carrée. Le séqued est en quelque sorte le quotient de la longueur entre le milieu d'un côté de la base de la pyramide et le centre de cette base par la hauteur. Les Égyptiens avaient donc des notions de trigonométrie sans avoir vraiment de notion d'angle, autre que l'angle droit. La hauteur est ramenée proportionnellement à une coudée royale, qui n'est pas la même chose qu'une coudée sacrée, sachant que cette coudée est partagée en 7 pommes et chaque pomme est partagée en 4 doigts. Le séqued est l'écart horizontal relatif à une hauteur verticale d'une coudée, écart exprimé en pommes. Les fractions ont donc ici toute leur utilité. Un doigt vaut un quart de paume, une pomme vaut 1/7 de coudée royale, et donc un doigt vaut 1/28 de coudée royale. Dans 3 de ces 5 problèmes, les numéros 57, 58 et 59, le séqued est de 5 pommes et 1 doigt, soit 5 plus 1 quart de paume. Et cela correspond dans notre notation moderne à un angle de 53,13 degrés avec l'horizontale, qui est proche de celui de certaines des premières grandes pyramides à face lisse construites sur le territoire. Les pyramides plus petites ayant une pente très différente. Plus le séqued est petit, plus l'angle est important. Voyons un peu l'évolution de ces gigantesques monuments qui montrent la grande maîtrise géométrique et calculatoire des anciens Égyptiens. Pendant la période prédynastique, les rois se faisaient enterrer simplement dans des fosses avec des jarres remplies d'offrandes. Durant la période tinnite, les pharaons se faisaient inhumer dans des mastabas,
qui ont la forme d'un pavé droit ou de pyramides tronquées à base rectangulaire de hauteur peu importante. C'est au tout début de la période de l'Ancien Empire que le pharaon Djéser se fait inhumer avec les membres de sa famille à Saqqara dans une pyramide à degrés à base rectangulaire qui est une superposition de 6 mastabas. On connaît même le nom de l'architecte, il s'agit du célèbre Imhotep, vizir du pharaon. Les pyramides à degrés suivantes ont une base carrée. Quelques dizaines d'années plus tard, c'est sous le règne du pharaon Snéfrou, 4e dynastie, qu'une révolution dans la forme des pyramides est apparue. Pas moins de 3 grandes pyramides ont été construites durant son règne. La première est la pyramide de Meidoum, initialement une pyramide à 7 degrés avec pour la première fois une chambre funéraire qui n'est pas au sous-sol, mais au cœur de la pyramide, puis agrandie quelques années plus tard en une pyramide à 8 degrés, mais Snéfrou décide de ne pas en faire son tombeau et a fait construire la pyramide rhomboïdale à Dahchour, la première tentative de construction de pyramide à face lisse. Initialement, dans la première partie de sa construction, la pente était d'environ 54,5 degrés, soit un séqued de 5 plus 1/25e de pomme, comme dans le problème 56 du papyrus Ring. Mais vers la moitié de la hauteur prévue, des fissures ont commencé à apparaître, laissant voir que cette pente trop forte allait entraîner une instabilité de l'ensemble. Les maçons ont donc décidé d'adoucir la pente, avec un angle d'environ 43,3 degrés, soit un séqued de 7 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/28e de pomme. Évidemment, cela a diminué la hauteur prévue, et la forme étrange qui n'est pas celle d'une pyramide parfaite au sens mathématique du terme, ont amené Snéfrou à lancer les travaux de construction d'une nouvelle pyramide, parfaite, à face lisse, avec un séqued de 7 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/28e de pomme, puisque cette pente a montré sa stabilité. Il s'agit de la pyramide rouge, appelée ainsi, bien qu'elle était parfaitement blanche à sa finition, avant de perdre son revêtement calcaire pour laisser apparaître ses pierres riches en oxyde de fer et en manganèse. Voyant pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte une pyramide parfaite au sens mathématique, Snéfrou a décidé de modifier une deuxième fois la pyramide de Meidoum pour en faire de même, mais avec une pente plus forte, environ 51,5 degrés, soit un séqued de 5 pommes et 2 doigts, soit 5 plus 1/2 pomme, mais elle n'a pas été terminée et une partie des pierres du dernier revêtement a été volée et a servi pour d'autres usages, d'où son aspect étrange de nos jours. Les pharaons suivants ont construit leurs tombeaux en forme géométrique de pyramide parfaite et en respectant les séqueds précédemment utilisés, comme par exemple les 3 grandes pyramides de Gizeh, celles de Khéops, Képhren et Mykérinos. Il en sera de même durant tout l'Ancien Empire, avec des pyramides un peu moins grandes. À noter par exemple la pyramide d'Ouserkaf, qui est la 6e pyramide à face lisse à être construite et qui a exactement les dimensions des pyramides des problèmes 57 et 58 du papyrus Ring avec son séqued de 5 plus 1/4 de pomme. Il n'y aura que peu de pyramides durant la première période intermédiaire et assez petites avant un retour en force durant le Moyen Empire, un déclin durant la 2e période intermédiaire et un abandon au Nouvel Empire au profit des tombeaux creusés dans les roches et des temples construits de la vallée des rois. Les pyramides tombent peu à peu en ruine, au point que beaucoup ont presque totalement disparu. Pourtant, dans le pays voisin, la Nubie, les rois de Napata puis de Méroé, fortement inspirés de la culture égyptienne de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, ont construit leurs tombeaux en forme de pyramide à partir de 760 avant notre ère, et ce, jusqu'en 350 après Jésus-Christ, où Méroé subit une défaite de la part des Éthiopiens d'Aksum. Leur pyramide était plutôt petite, jamais plus de 30 mètres, et très pentue, avec des angles de près de 70 degrés, soit un séqued de 2 pommes et 2 doigts. Pendant qu'une culture influencée par l'Égypte antique persistait dans le pays de Couche, elle s'est éteinte petit à petit en Égypte même, à partir de la conquête de l'Égypte par Octave en 31 avant Jésus-Christ. En effet, sous la domination romaine, les hiéroglyphes sont de moins en moins utilisés. La langue égyptienne de l'époque, le copte, n'est plus écrite en écriture démotique, mais en alphabet grec auquel quelques lettres issues du démotique sont ajoutées. La langue grecque elle-même, au départ pratiquée uniquement par l'élite de la population depuis la dynastie gréco-macédonienne des Ptolémées, se répand peu à peu, même si le copte se maintient. La religion égyptienne est de moins en moins pratiquée, et quand l'Empire romain est devenu officiellement chrétien, en 380 après Jésus-Christ avec l'édit de Théodose, et surtout à partir de 391 et un édit qui interdit toute pratique religieuse païenne, les temples ferment ou sont convertis en églises. Les derniers hiéroglyphes sont gravés en 394 sur les murs du temple de Philae, bientôt converti en église.
Après cela, plus personne ne sait lire ou interpréter les hiéroglyphes depuis cette époque, bien que la langue copte soit pratiquée jusqu'au milieu du XIVe siècle, parmi une population parlant majoritairement l'arabe, langue qui a mis du temps à supplanter le grec et le copte depuis la conquête musulmane de 639. La langue copte existe encore de nos jours, pratiquée comme langue liturgique de l'église copte orthodoxe, c'est-à-dire une langue pratiquée uniquement durant des rituels religieux comme les messes. Mais c'est grâce à la connaissance de cette langue et la découverte archéologique en 1799 de la fameuse pierre de Rosette, une stèle gravée contenant un texte du pharaon gréco-macédonien Ptolémée IV de 196 avant notre ère, écrit en grec mais aussi en égyptien ancien avec une écriture démotique et en hiéroglyphes, que le français Jean-François Champollion a réussi à déchiffrer en 1822 pour la première fois l'écriture hiéroglyphe et que le monde a pu redécouvrir les textes égyptiens antiques. La plupart des papyrus se sont bien évidemment décomposés, mais ceux qui sont restés intacts ou presque, ainsi que les nombreux textes gravés sur les murs des monuments, ont permis de montrer l'importance des pratiques religieuses des anciens égyptiens, ainsi que les textes ou pratiques mathématiques. Cela a fortement stimulé l'imagination des égyptologues du début du XXe siècle, comme Georg Müller, qui a bâti une théorie sur les hiéroglyphes utilisés pour mesurer les volumes de grains de blé ou d'orge, d'unité le Hécat, qui vaut environ 4,785 litres. D'après lui, ces signes étaient des parties de l'Udjat, symbole de l'œil d'Horus, le dieu à tête de faucon, que l'on retrouve sur les sarcophages, sur les proues des bateaux, sur des bijoux ou des amulettes destinées à se protéger du mauvais sort. D'après les mythologies, Horus aurait perdu un œil, arraché lors du combat contre son oncle Seth, pour venger la mort de son père Osiris. Seth aurait brisé l'œil d'Horus en 6 morceaux avant de le jeter dans le Nil. Mais Thoth, le dieu à tête d'Ibis, aurait récolté les morceaux pour les rendre à son propriétaire. Müller voyait la partie gauche de la conjonctive de l'œil comme étant la fraction 1/2 de Hécat, la pupille en représentant 1/4, le sourcil en représentant 1/8, la conjonctive droite en représentant 1/16, une larme en représentant 1/32, et la tache du faucon représentant 1/64 de Hécat. Toutes ces fractions ont pour dénominateur une puissance de 2. L'égyptologue Alan Henderson Gardiner avait remarqué que la somme de ces fractions ne faisait que 63/64. Il manquait donc 1/64 de l'œil d'Horus que, selon lui, le dieu Thoth offrait à tout scribe qui recherchait et acceptait sa protection. Belle légende, mais sans fondement. L'égyptologue Thomas Eric Pitt, spécialiste des écrits mathématiques et qui est le premier à avoir traduit le papyrus Rhind, et le mathématicien Otto Neugebauer, qui était aussi historien des sciences, ont vivement critiqué cette thèse. Dans les années 1970 et 1980, des preuves archéologiques sur l'évolution des hiéroglyphes servant à marquer les volumes ont montré que ces symboles n'ont aucun rapport avec l'œil d'Horus. Pourtant, de nos jours, on trouve encore de nombreux sites ou vidéos sur internet faisant état de cette légende, associant l'Udjat à des fractions. Horus était le dieu à tête de faucon, mais certains ont toujours une tête de vrai. Que doit-on réellement de nos jours aux mathématiques égyptiennes? Même si la numération additive n'est absolument plus utilisée, ou en partie seulement avec les chiffres romains, les Égyptiens sont les premiers à avoir créé une numération décimale, comme l'est notre numération indo-arabe. Alors qu'à cette même époque, en Mésopotamie était inventée une numération de base 60. Les Égyptiens sont aussi les premiers à avoir inventé et théorisé un calendrier de 365 jours, avec même un jour supplémentaire de temps en temps pour mieux se conformer à l'année solaire. Plus exactement pour eux, à l'année rythmée par les crues du Nil et le lever de l'étoile Sirius, la plus brillante du ciel nocturne. Ils sont aussi les premiers à avoir partagé le jour en 24 heures, mais avec une différence de taille avec nos heures actuelles. Pour eux, la durée entre le lever et le coucher du soleil était divisée en 12 heures et la nuit était partagée aussi en 12 heures. Selon la saison, excepté aux équinoxes de printemps et d'automne, les heures du jour n'étaient pas égales à celles de la nuit. Les mathématiciens actuels appellent toujours fractions égyptiennes les fractions du numérateur 1 et ne cessent de trouver des algorithmes pour décomposer toute fraction en somme de fractions égyptiennes. Ils sont aussi les inventeurs de la géométrie dont la signification en grec est « mesure de la terre », une longue tradition d'arpentage. Les Égyptiens trouvaient des formules et procédures empiriques pour mesurer et calculer des longueurs, des aires, des volumes, des masses, des capacités, etc., qu'ils transmettront à la civilisation grecque, mais qui, elle, fera un pas décisif en rédigeant des démonstrations, c'est-à-dire des preuves, ce que les Égyptiens ne faisaient pas. En dehors des mathématiques, on doit aux Égyptiens la confection de pain au levain, alors que les autres civilisations de la même époque se contentaient de pain plat ou en bouillie.
On leur doit aussi la première invention d'un support plat en fibre végétale qui permettait d'écrire dessus, le papyrus, l'ancêtre de notre papier. Et à propos d'écriture, la leur est aussi l'ancêtre lointaine de la nôtre et de notre alphabet. En effet, les hiéroglyphes égyptiens ont été adoptés et adaptés par les habitants de la péninsule voisine du Sinaï en alphabet. Cet alphabet proto-sinaïtique, qui ne comportait que des consonnes ou presque, est l'ancêtre de l'alphabet phénicien, qui lui-même est l'ancêtre de l'alphabet grec, lui-même ancêtre de l'alphabet étrusque, qui est l'ancêtre de notre alphabet latin. De même, il est l'ancêtre des alphabets arabes, hébreux, gaze, syriaque, georgien, arménien, etc. Songez bien à l'ingéniosité des anciens Égyptiens lorsqu'ils effectuaient leurs calculs avec des fractions pour bâtir de gigantesques pyramides, comme la pyramide de Khéops, la seule des 7 merveilles du monde encore debout. Pour cela, n'hésitez pas à vous entraîner à faire des calculs à la manière des scribes. Ainsi n'auront plus de secret pour vous, la numération, les opérations et les fractions égyptiennes.